Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet majeur, un sujet qui fâche. Est-ce que les réflexes archaïques, primitifs, moi je les appelle les réflexes primordiaux, est-ce que les réflexes sont la cause de problèmes, peuvent être la cause de problèmes? Alors voilà, j'ai pas inhibé, ou on verra la subtilité, pas intégré les réflexes, et à cause de ça, j'ai des problèmes de lecture, d'écriture, de concentration, des troubles autistiques, des problèmes de dos, des problèmes psychologiques. Et on peut se poser la question parce que partout sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, on voit des soi-disant, des autoproclamés praticiens en réflexe. Je laisse passer les voitures. C'est pour ça que chaque fois qu'il y aura une voiture, parce que je sais qu'on n'entend pas bien sinon. Donc les soi-disant ou des autoproclamés praticiens en réflexe vous proposent de résoudre tous vos problèmes, les problèmes de votre enfant, grâce à l'inhibition, l'intégration des réflexes qui seraient donc la cause de tous vos problèmes, en quelque sorte. Science à l'appui. Voilà, démonstration à l'appui. On voit beaucoup de démonstrations sur Instagram. Quelqu'un ou un enfant fait un test et puis on fait un petit peu de poudre de perlimpinpin ou une technique magique et puis paf, le test est normalisé ou tout a l'air bien et on imagine que la personne n'a plus de problème. Alors en fait, c'est complètement faux. Les réflexes ne sont pas à la cause de nos problèmes ou de nos difficultés. Et c'est pas moi, dans mon ego de français, autoproclamé expert en réflexes, qui le dit. J'ai eu la chance de faire venir, d'être le premier à introduire en France le travail sur les réflexes, en introduisant les plus grands experts sur le sujet dans les années 2000, comme Svetlana Mazgutova, que j'ai fait venir de 2000 à 2008, plusieurs fois par an, en France et en Belgique. Je l'ai traduit, j'ai traduit ses ouvrages, ses manuels de cours plutôt, je l'ai été son interprète, j'ai passé du temps avec elle, avec ses proches collaborateurs. J'ai fait la même chose avec Brendan O'Hara, spécialiste australien. J'ai traduit les ouvrages principaux sur les réflexes, comme ceux de Sally Godard et Peter Blight. J'ai rencontré des tas d'autres experts de réflexes dans le monde entier, et c'est bizarre parce que ces experts, aucun ne dit que les réflexes sont à la cause de problèmes. Si vous écoutez par exemple, ou vous regardez dans ses écrits, Sally Godard, elle dit que les réflexes, c'est super chouette, hein, les réflexes, je ne suis pas en train de cracher sur les réflexes ou quoi, au contraire, les réflexes sont des jalons. Voilà exactement le terme qu'elle emploie pour sont des jalons pour évaluer, pour regarder où en est la personne dans son développement neurodéveloppemental. Est-ce qu'elle a bien mis en place tout ce qu'il faut, ou est-ce qu'il lui manque, est-ce qu'il y a des trous dans son développement? Et le fait de savoir ça, ça va nous permettre d'orienter notre travail de professionnel, qu'on soit psychomotricienne, ergothérapeute, psychothérapeute, kinésithérapeute, kinésiologue, psychologue, j'en sais rien moi. Donc les réflexes ne sont pas la cause, les réflexes, elle emploie le mot des bornes, parce que le bébé doit accomplir un certain nombre de kilomètres dans son développement, et il doit passer par un certain nombre d'étapes. Et donc le fait de savoir évaluer les réflexes nous permet de savoir s'il est passé par les différentes étapes. Alors certes, s'il n'est pas passé par un certain nombre d'étapes, eh bien certains réflexes ne vont pas s'inhiber, ou certains réflexes posturaux, des réflexes de vie, ne vont pas être présents. Donc à ce moment-là, on pourra dire, tiens, ces réflexes ne sont pas là, il manque des choses dans le développement. Et de fait, s'il manque des choses dans le développement,
ça va entraîner des difficultés au niveau postural, au niveau cognitif, au niveau émotionnel. Mais la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que les réflexes sont la cause, c'est que les réflexes en fait sont la résultante de choses qui a manqué dans mon développement. C'est ça la subtilité. Les réflexes permettent de dire là il manque des choses. Et donc évidemment, puisqu'il manque des choses dans mon développement, qu'il y a eu du stress ultérieurement et que j'ai perdu l'intégration de mes réflexes par exemple, eh bien effectivement ça va être associé à des difficultés, mais les réflexes n'en sont pas la cause, ils en sont juste le témoin. Donc ce qui va être intéressant, c'est deux choses. Enfin, c'est une chose, c'est de savoir. En fait, la seule chose qui nous intéresse en intégration motrice primordiale, c'est de savoir, ok, maintenant que je sais que telle et telle chose manque dans mon développement, comment reprendre mon développement, comment utiliser les bons outils pour reprendre mon développement et combler les manquements. Et au fur et à mesure du travail qu'on va faire, eh bien, on va voir que les réflexes, on pourrait employer ce mot, se normalisent. Et donc les réflexes nous permettent de dire, tiens, là, je fais du bon travail. Et donc le psychomote, l'orthophoniste, le psychologue, le kiné, le podologue peut réobserver les réflexes et dire, tiens, l'intervention que je fais dans mon domaine, dans leur domaine respectif, a un impact. Et donc c'est chouette, c'est génial, parce que connaître les réflexes, leur intrication, les réflexes antagonistes et agonistes, savoir comment tout ça se combine, quels sont le rôle de chacun de ces réflexes, permet de savoir si ce que je fais a un impact positif ou pas sur la personne, et si je continue dans cette voie ou que je dois aller ailleurs. Donc voilà ce qui est intéressant, c'est de mettre en place une intervention et d'en observer les bénéfices via l'observation des réflexes. Donc je tire plusieurs conclusions de ça. Première conclusion, c'est d'abord, je pense que les gens qui se disent praticiens en réflexe, c'est une grosse, désolé, mais c'est une grosse bêtise. C'est un peu comme je sais pas, à toute proportion gardée, un médecin qui dirait, moi je suis un spécialiste des antibiotiques, ou je suis un spécialiste du test du cholestérol, puisque les réflexes sont juste un moyen d'évaluer où j'en suis. Donc je suis un spécialiste du test du cholestérol, ça n'a aucun sens. Donc quelqu'un qui se dit que je suis spécialiste en réflexe, et voilà, je suis spécialiste en passage d'examen, ça n'a aucun sens. Et c'est sous-entendre que les réflexes sont la cause de problèmes. Donc là, il y a deux conclusions à tirer. Soit les gens qui se présentent comme tels sont ignorants, et donc pas très bien informés sur les réflexes, leur rôle, etc. Soit ils savent très bien, mais ils font du racolage. Dans les deux cas, j'ai envie de dire, fuyez. On est dans une démarche qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas scientifique, et qui est une démarche commerciale. Donc voilà, désolé de sembler un peu comme ça critique vis-à-vis des gens, mais il y a aussi quelque chose que je veux dire, c'est que j'ai pratiqué près de 30 ans en cabinet avec des enfants en difficulté scolaire, et souvent sur internet, quand on voit ces fameuses démonstrations magiques autour des réflexes, ça se passe en stage, en séminaire, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui payent parce qu'ils sont déjà convaincus d'un truc et qui ont tout à loisir d'utiliser un effet placebo monstrueux, plus les effets de groupe, pour montrer que ça fonctionne. Et les gens qui sont là sont déjà convaincus et y croient. Et puis en plus, les gens qui viennent là en séminaire, en stage, à la base, ils n'ont pas de problème. Ce sont des professionnels qui viennent apprendre des techniques pour utiliser dans leur cabinet. Mais eux-mêmes, ils ne viennent pas au stage pour faire face à une difficulté. Et quand vous utilisez ces mêmes techniques dans un cabinet face à des gens qui n'en ont rien à faire de votre méthode, des réflexes, de votre technique magique, c'est plus du tout la même chose. Et je vois que beaucoup de professeurs, d'enseignants autour des réflexes ou quoi, n'ont pas de travail en cabinet. Ou alors certains, ils l'ont, mais qu'avec leurs élèves. Donc des gens convaincus qui les voient comme au-dessus de la pyramide, comme un grand connaisseur ou expert. Donc c'est pas du tout la même chose. Ludivine et moi, on travaille
en cabinet. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, pendant près de 30 ans, un peu moins de 30 ans, avec des enfants en difficulté scolaire et des familles. Donc là, il y a de la souffrance, il y a des gens qui sont en recherche de solutions. Et les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et Ludivine, elle travaille avec aussi des enfants en difficulté scolaire, elle voit aussi des adultes qui viennent pour chercher du mieux-être ou autre chose, et puis des enfants en situation de handicap, beaucoup elle voit, et des bébés. Donc dans ces situations-là, on n'a que faire des techniques magiques, on est confronté à des réelles souffrances, des réels défis. Et là, c'est plus du tout le même discours que ce qu'on peut voir sur les Facebook et Instagram et TikTok, où tout est magique, tout est merveilleux, mais c'est pas spécifique au monde des réflexes. Hein. Sur Instagram, TikTok et compagnie, on ne voit que des solutions magiques. Vous avez mal au dos, vous faites cet exercice magique et voilà. Vous êtes trop gros, vous faites cet exercice magique et voilà. On est dans un monde de l'immédiateté où on veut des solutions magiques et toutes faites. On veut du rêve. Donc voilà ce que je voulais dire sur les réflexes. Les réflexes ne sont pas la cause de nos problèmes. Donc ce qui va être intéressant, évidemment, c'est aussi de savoir qu'est-ce qui fait que je n'ai pas intégré mes réflexes, que les réflexes de mon enfance ne se sont pas inhibés. Alors là, évidemment, c'est des choses que les gens n'aiment pas aborder, parce que malheureusement, la réponse, ou plutôt les réponses à ça, à la raison pour laquelle le réflexe ne s'intègre pas, c'est un problème sociétal, c'est un problème éducatif, c'est un problème très vaste. Et donc évidemment, on ne veut pas être confronté à ça, parce que ça nous oblige à parler de santé, naissance, mode de vie, civilisation actuelle, éducation, école. Et les gens ne veulent pas ces réponses-là. Nous, on aborde évidemment tout ça en IMP, on prend le temps, ça froisse un peu certaines personnes, mais il faut comprendre qu'une personne qui ne va pas bien, il y a deux manières d'aborder les choses, soit c'est de votre faute, soit c'est la faute de la société, soit c'est un petit peu les deux. Et il faut avoir, j'utilise ce mot faute de manière provocatrice, évidemment c'est absolument la faute de personne, il n'y a pas d'histoire de faute ici, mais c'est comme ça que les gens voient les choses, ils disent c'est parce que je ne fais pas les choses correctement, c'est de ma faute si j'ai des problèmes. C'est ce que disent les gens, ce n'est pas du tout ce que nous croyons et que professons en IMP, au contraire. Ça me fait penser à ce qu'on appelait un courant, je crois que c'est des années 60, qui s'appelait l'antipsychiatrie, et qui abordait les maladies psychiatriques un peu à l'envers, en disant que ce n'était pas les malades psychiatriques qui avaient un problème, mais la société, la civilisation, qui faisait que les gens avaient des problèmes, et même je crois que le fondateur de l'antipsychiatrie disait même l'inverse, que dans une société folle, les fous étaient les seuls gens normaux, en quelque sorte. Les autres gens sont hyper adaptatifs, c'est-à-dire que nous acceptons des situations complètement dingues. Nous acceptons des situations où on force nos enfants à faire des choses qui sont mauvaises pour eux, et on le sait et on le voit. On met en place des principes éducatifs qui sont néfastes pour eux, des procédures de naissance, des protocoles de naissance qui sont néfastes pour eux. On voit que l'école n'est pas adéquate pour eux, que notre mode de vie en société n'est pas adéquat pour nous, mais on le fait quand même parce que c'est la société. On sait qu'on pourrait aller vivre ailleurs, qu'on pourrait avoir un autre mode de vie. On n'est pas satisfait d'une autre, mais on continue quand même. Enfin bref, excusez-moi, je m'emporte un peu. Ce que je veux dire ici, c'est que si on veut chercher quelle est la cause du fait que mon bébé, mon enfant, moi-même, je n'ai pas bien développé mes réflexes, c'est qu'il faut comprendre que les réflexes, ils ont chacun un rôle à jouer. Donc un réflexe va s'intégrer quand il aura joué son rôle. Tant qu'il ne joue pas son rôle, il ne va pas pouvoir s'intégrer. C'est logique. Il y a une programmation génétique qui prévoit un certain nombre de conditions, et quand ces conditions sont rencontrées, eh bien, le réflexe va pouvoir s'exprimer jusqu'à temps que le réflexe soit remplacé par un comportement plus adapté, un mouvement volontaire, contrôlé, les choix faits par l'individu, et non plus justement
des réflexes qui prennent les commandes. Et tant qu'il n'y a pas eu cette adéquation entre ma programmation interne, innée, non conditionnée, et le monde environnant, mon environnement donc, eh bien les réflexes, ils restent présents. Le néocortex ou la pensée volontaire ne peut pas prendre le relais pleinement. Et donc les réflexes restent présents pour m'aider parce qu'ils disent, bah voilà, ton programme est prévu pour une certaine situation que je n'ai pas rencontrée, donc je le laisse en pilotage. Il reste présent. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Si je n'ai pas exprimé les choses, elles restent imprimées en moi. Il faut que je puisse les déployer, les déprimer, les déployer, pour qu'on passe du réflexe à la réflexion. Passer du réflexe à la réflexion. Avoir un choix sur ce que je fais. Et nous sommes dans une civilisation, dans une société qui est extrêmement, extrêmement éloignée de notre programmation génétique, qui est en inadéquation, dit Frank Forensich, l'auteur d'entre autres de L'animal exubérant et de Paléo Sapiens et de Manuel pour bouger. Frank Forensich, il dit voilà, il y a une inadéquation entre notre psychisme, entre nos gènes, entre notre corps, c'est un biologiste à la base, hein, et le mode de vie dans lequel on est. Et lui dit que c'est en grande partie pour ça qu'on est insatisfait, malheureux ou quoi que ce soit. La société est en inadéquation avec nos corps. Alors lui, il nous appelle l'animal exubérant. Donc l'animal exubérant ne peut pas exprimer correctement son ADN. Alors évidemment, il faut comprendre que l'être humain, Homo sapiens, sa programmation génétique, elle ne date pas d'hier, elle a des millions d'années. Alors Homo sapiens lui-même a 300 000 ans. Donc, c'est-à-dire les humains comme nous, les mêmes, ont 300 000 ans. Nous existons depuis 300 000 ans. Et jusqu'à il y a 8 000 ans, nous étions des nomades, chasseurs, cueilleurs, récolteurs. Alors, je ne connais rien en statistique, mais je pense que ça fait un tout petit pourcentage, 5 000 ans ou 8 000 ans, rapportés. 8 000 ans, c'est la naissance de l'agriculture, et puis 5 000 ans de l'écriture, etc. Donc 8 000 ans rapportés à 300 000 ans, ça fait combien de pourcents? Et en fait, ça c'est juste Homo sapiens, parce qu'avant ça, on a beaucoup de conditionnements qui viennent de Homo, qui datent de millions d'années. Véritablement, peut-être 2 ou 3 millions d'années. Et donc il se trouve que la génétique, l'ADN, change sur des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et donc notre ADN, c'est un ADN ancien, en fait, c'est un ADN préhistorique. D'un point de vue de l'évolution, des changements des espèces, 10 000 ans, c'est inexistant. C'est même pas encore une prise de conscience au niveau de la génétique et de l'ADN. Donc, en fait, à la naissance, nous naissons avec un corps, un ADN préhistorique, et nous atterrissons dans un monde, je ne sais pas comment appeler notre monde d'aujourd'hui, en tout cas un monde dénaturé, artificiel, industriel, pour employer des gros mots style capitalisto, je ne sais pas quoi, c'est sans intérêt ici, c'est de comprendre que nous sommes adaptés à un monde préhistorique. Je ne suis pas en train de dire que rien n'est bon dans notre monde d'aujourd'hui et que tout était mieux avant, mais je suis en train de dire qu'il y a une inadéquation entre notre génétique et le monde dans lequel on vit. Et de fait, si j'ai pas ça en tête, quand quelqu'un arrive dans mon cabinet avec des demandes ou des difficultés vécues, psychologiques, physiologiques, émotionnelles, cognitives, difficultés d'apprentissage, des enfants, des bébés, des personnes en situation de handicap, si j'ai pas ça en tête en permanence, donc si je ne sais pas d'où on vient, comment fonctionne notre ADN, qu'est-ce que c'est que la préhistoire, quels sont les comportements qui étaient attendus à la préhistoire et quels sont les comportements qui sont attendus aujourd'hui par notre civilisation, eh bien, je ne peux pas voir l'inadéquation et du fait, je vais penser que cette personne a un problème, elle est mal adaptée, elle est malheureuse alors qu'elle a tout pour être heureuse. Elle a de l'argent, elle vit au XXIe siècle, dans un pays riche, avec la sécurité sociale,
le chauffage, éventuellement un boulot, les enfants vont à l'école, ils peuvent avoir accès aux antibiotiques, tout est merveilleux. Donc si la personne est malheureuse, si cet enfant a des troubles de l'apprentissage, entre guillemets, c'est donc que quelque chose ne va pas chez lui. Donc, vous voyez où ça nous amène les réflexes? Parce que les réflexes, c'est, en physiologie, on dit que ce sont les réflexes non conditionnés du nouveau-né. Non conditionnés du nouveau-né. Donc c'est un réflexe inné. Donc inné, ça veut dire quoi? Que c'est en nous, comme tous les comportements des autres animaux, les animaux non humains. Donc tous les animaux, ils ont des réflexes conditionnés, ils ont une manière de réagir à leur environnement. Et si ces manières de réagir sont en inadéquation avec l'environnement, ça crée un clash, un problème. Il suffit de prendre n'importe quel animal et le changer d'environnement, ou le mettre dans un zoo pour comprendre ce dont je parle. On va dire, ce lion en cage, il devrait être heureux parce qu'il a à manger, il a de l'eau. Évidemment, c'est ce qui se passe avec nous. Alors il y a une énorme différence entre les animaux non humains et les animaux humains, que nous sommes, c'est que les animaux humains ont une immense capacité d'adaptation. On est capable de se suradapter même. On est capable de survivre pendant longtemps en mangeant pas sainement, alors qu'un animal qui ne va pas avoir les bons aliments va mourir assez vite, va dépérir assez vite. Nous, on peut avoir une alimentation, par exemple, déséquilibrée pendant des décennies avant d'en payer le prix par un cancer, une maladie cardiovasculaire ou autre. Même chose pour d'autres comportements, par exemple le fait d'être immobile. Si nous, on peut rester sédentaire et immobile à regarder notre télé pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours, des mois et des années avant d'en payer le prix par une maladie, crise cardiaque, obésité, diabète et que sais-je. Alors que votre chien, lui, il va tout de suite être malheureux si vous ne sortez pas votre chien tous les jours, très très vite. Il va dépérir, être malheureux, tomber malade et mourir en quelques jours, en quelques semaines. Alors que nous, il faudra de nombreuses années. Alors, c'est pas évident. C'est ce qui fait notre grande force. C'est ce que les humains sont capables de vivre dans tous les environnements possibles. Normalement, les animaux non humains sont adaptés à une niche spécifique. Il y a des animaux qui vivent dans la montagne, d'autres dans les pays chauds, pays froids, au bord de l'eau. Il y a un nombre de niches écologiques où on retrouve des animaux qu'on appelle endémiques, qui ne vivent que là. Il y en a des millions sur Terre. Mais sauf que des humains, il y en a partout, 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 partout. Et c'est la même espèce Homo sapiens qu'on retrouve partout. Dans la montagne, dans le froid, dans le chaud. Il y a des gens qui vivent sur des îles, il y a des gens qui vivent en Alaska, il y a des gens qui vivent au Tibet, au sommet de montagne, là où il y a presque très très peu d'oxygène. Il y a des gens qui vivent, bref, dans des déserts les brûlants, les bédouins ou quoi. Donc les humains ont une énorme faculté d'adaptation. Et c'est ce qui cause notre perte aujourd'hui, c'est qu'on est suradapté à une civilisation extrêmement délétère à tout niveau, une civilisation qui va même détruire la nature. Et on le sait, on le voit, mais on en paiera le prix plus tard, quand évidemment ce sera trop tard. Bref, je m'éloigne du sujet qui est de parler des réflexes. Les réflexes sont des comportements innés, non conditionnés du nouveau-né, comme on dit en physiologie. Et ces comportements se sont créés, ces comportements automatiques, sur des centaines de milliers d'années d'évolution. Et donc évidemment, les conditions de mode de vie, d'éducation actuelles sont hyper éloignées de ce que attend notre corps à la naissance. Et donc en comprenant cela, on va pouvoir, et c'est ça qui devient le plus intéressant, en intégration motrice primordiale, on va pouvoir offrir à la personne la stimulation adéquate. Donc pas une technique magique comme on voit sur Instagram ou Facebook ou quoi. Très souvent dans ces techniques magiques, en fait ce que les gens cherchent à faire, c'est d'inhiber le réflexe. Donc inhiber le réflexe, ça veut dire éteindre la réponse. Si la personne a une hypersensibilité quand on lui touche dans sa main, on va dire « Ah, c'est à cause du réflexe d'agrippement de la main qui n'est pas bien intégré. » On va frotter dans sa main ou faire un truc dans sa main et abracadabra, vous voyez, ça ne bouge plus après. Évidemment, on a surstimulé, on a exacerbé et on a fait une sorte de pétage de plomb. Les fusibles ont sauté et la personne ne réagit plus, dit « Ah, magie, magie !» Mais sauf que le lendemain, le surlendemain,
la personne est revenue à la case départ. Il y a eu une pseudo-inhibition, mais pas une réelle intégration. Et c'est pas de moi, hein. C'est Svetlana Mazgutova, considérée aujourd'hui comme la plus grande experte mondiale au niveau des réflexes. Svetlana Mazgutova, son premier séminaire, et je peux vous assurer qu'à chaque fois qu'elle dit le titre de son premier séminaire, de sa méthode, elle ne le raccourcit jamais. En 8 ans de travail avec elle, je ne l'ai jamais entendu une seule fois raccourcir le truc. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas intégration des réflexes, elle dit intégration des réflexes dynamiques et posturaux dans l'ensemble de la motricité du corps. Intégration des réflexes dynamiques et posturaux dans l'ensemble de l'intégration du corps. Et à chaque fois qu'elle va parler d'intégration des réflexes, elle va dire, là on va chercher à intégrer le réflexe. Si c'est un réflexe qu'on appelle dynamique, elle va dire dynamique. Si c'est un réflexe dit postural, elle va dire postural. On va intégrer ce réflexe dynamique dans l'ensemble de la motricité du corps. Et à chaque fois, elle redit cette phrase complète. Pas une seule fois, elle la raccourcit. Ça veut dire ce que ça veut dire. On ne cherche pas à inhiber le réflexe. On veut créer une intégration avec l'ensemble des réactions motrices du corps. C'est pourquoi je me suis permis d'appeler mon approche intégration motrice primordiale, mais j'en profite pour dire au passage, Svetlana Mazgutova, la plus grande experte vivante à ce jour sur les réflexes, sa méthode ne s'appelle pas méthode d'intégration des réflexes, ça s'appelle MNRI, ça veut dire Mazgutova, Neuro Reflex Integration. Ah si peut-être, MNRR, réflexe, autant pour moi, Reflex Integration, mais Neuro IMPP, Institut de neuropsychologie, qui est la méthode la plus connue, qui est la méthode anglaise. Ça ne s'appelle pas méthode d'intégration des réflexes. La méthode basée sur les mouvements rythmés ne s'appelle pas méthode d'intégration des réflexes, ça s'appelle RMT, Rhythmic Movement Training, entraînement au mouvement rythmé. Brendan O'Hara d'Australie, sa méthode s'appelle Movement and Learning, mouvement et apprentissage, ça ne s'appelle pas mouvement et intégration des réflexes. Donc vous voyez, en France, avec nos esprits qui simplifient, cartésiens et autres, voilà. Donc, c'est chercher à intégrer les réflexes dans l'ensemble de la motricité du corps. Comment voulez-vous vous y prendre? Ça ne peut pas être symptomatique, ça ne peut pas être j'appuie sur un bouton et abracadabra. C'est forcément un travail qui va être proche de ce que peut faire une ergothérapeute, une psychomotricienne, ou une kinésithérapeute, ou d'une autre manière, un psychothérapeute. Je rappelle que Peter Blight, le premier découvreur vraiment sérieux, il y en a eu d'autres, bref, Peter Blight était un psychologue. Sinon, on parle de gens qui sont des experts de réflexe à la base, dans les années 70-80, qui étaient des ergothérapeutes aux États-Unis. Donc des ergothérapeutes, c'est des gens qui ont la vision globale, comme les psychomotes, sachant que la psychomotricité est une spécificité un petit peu de chez nous, donc dans les autres pays, comme en particulier aux États-Unis, ça n'existe pas la psychomotricité. Donc on a soit les physiothérapeutes, les kinés, qui travaillent sur de manière globale, soit les ergothérapeutes. Donc ces gens qui ont une vision globale de la motricité ont intégré au sein de leur pratique cette notion, cette couche des réflexes. Ça ne remplace pas le reste de ce qu'elles font. Donc il va falloir travailler à différents niveaux de la motricité. Et donc, pour revenir sur cette idée de Peter Blight, qui est psychologue, il va travailler sur les différents niveaux de motricité, de psychologie ou autre. Svetlana Mazgutova est docteur en psychologie. Et elle a cette vision globale des choses. Donc ça ne peut jamais être une technique tac, 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 point magique, bouger les yeux magique, truc magique, allez hop, un petit coup de nerf vague, un petit peu de blabla, et puis j'intègre les choses. Une intégration, ça prend obligatoirement des semaines. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas faire cette économie-là. On ne peut pas faire, dans un autre domaine, une rééducation de kiné. Vous avez foulé la cheville ou que sais-je, vous allez chez le kiné une fois, fait tac, 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 magie, technique secrète, et paf, vous êtes guéri. Non, parce qu'il faut que le corps se reconstruise, les muscles, les tendons, les ligaments, la circulation sanguine, les couches de fascia, que sais-je. Puis au niveau réflexe, c'est pareil, il va falloir que le réflexe, le schème, voilà, c'est un schème psycho-émotionnel et physique, le schème sur lequel on travaille du réflexe, soit intégré à l'ensemble de la motricité du corps. Donc il va falloir
avoir un travail global, général, un travail moteur, un travail qui intègre plusieurs niveaux. Et c'est pas pour rien que beaucoup de kinés, psychomotes, nous c'est essentiellement ce qu'on forme, hein, orthophonistes, se forment à ce qu'on fait parce que ça a du sens pour eux. Et en général, les gens que vous voyez sur internet qui font magie, réseaux sociaux et autres, ce sont des gens qui n'ont pour formation que, qui sont non thérapeutes à la base, que des techniques de réflexe. Donc ils se disent experts en réflexe et experts en une seule chose, et ils pensent qu'à partir de là, on peut tout faire. C'est pas du tout la manière de voir des découvreurs de réflexes comme Mazgutova, Blythe Goddard, O'Hara ou d'autres encore, Denison ou d'autres encore. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet de inhibition des réflexes, surtout de dire que les réflexes ne sont pas la cause de nos problèmes, c'est juste un symptôme, et c'est hyper important de connaître ça. Je pense que tous les professionnels devraient être formés, quand je dis professionnels, de la relation d'aide, les éducateurs, les enseignants, les thérapeutes, aux réflexes, à comprendre les réflexes, à avoir cette vision-là, pour leur permettre de mieux savoir ce qu'ils font, de mieux pouvoir évaluer ce qu'ils font, de mieux pouvoir au niveau thérapeutique changer d'approche ou avoir des approches complémentaires. Donc c'est pour ça qu'en IMP, on propose plein d'outils. Certains outils vont correspondre bien le travail avec les bébés, d'autres avec les personnes en situation de handicap, d'autres avec les enfants, les adultes, les personnes âgées. Il y a des outils qui, par exemple, vont plaire à certaines personnes et pas à d'autres. Donc on va avoir des outils tactiles, des outils moteurs, on va avoir des jeux, on va avoir énormément d'outils différents, de propositions sensorimotrices différentes. Et selon ma profession de kiné, d'ostéo, de podologue, je vais pouvoir appréhender tel ou tel outil ou faire plusieurs propositions aux gens qui viennent me voir. Il n'y aura jamais rien de magique. Comme je le disais il y a un instant, quand je vais chez le kiné, je ne peux pas avoir une technique magique. En réflexe, on dit par exemple, chez Mazgutova et d'autres, on dit que pour intégrer les réflexes, il faut compter 4 à 6 semaines. Voilà, 4 à 6 semaines. Donc on fait des petits mouvements, 4 à 6 semaines, les choses se mettent en place, on retourne chez le professionnel qui regarde à nouveau qu'est-ce qui se passe, il évalue avec nous qu'est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on va vers nos objectifs, est-ce que les choses nous satisfont, et puis on donne d'autres mouvements d'intégration. On fait comme ça 3, 4, 5 séances. Alors c'est vrai que moi quand j'ai débuté sérieusement le travail sur le réflexe, c'était dans les années 2000. Pourquoi je dis sérieusement? Parce qu'avant ça j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas de technique spécifique. J'ai commencé à la fin des années 90, mais c'était pas vraiment sérieux enfin c'était pas sérieux, c'est pas que c'était pas sérieux, c'était pas encore abouti. Et puis à partir du début des années 2000, et surtout évidemment en introduisant en France les experts et en me formant à cela, en France et en Belgique, j'ai commencé à exercer dans mon cabinet. Et à l'époque, avec les enfants en difficulté scolaire, il fallait 3-4 séances maximum. Moi je voyais les enfants la plupart du temps 3 fois, donc ça veut dire qu'il y en a que je voyais 2 fois, parfois 3, plus rarement 4, et ça suffisait pour que les parents, les enfants soient satisfaits par rapport à la lecture, l'écriture, la concentration, la mémorisation, les autres choses qu'ils venaient chercher. Mais aujourd'hui, la situation d'éducation dans laquelle on a mis nos enfants, les contraintes environnementales ont explosé, en particulier les temps d'écran ont explosé, le manque de mouvement des enfants a explosé, le manque de jeux, de chansons, l'interaction sociale des enfants a diminué drastiquement, les chiffres sont catastrophiques, on est face à une épidémie majeure de décérébration de nos enfants par ce mode de vie, les écrans, etc. Désolé d'être aussi virulent, mais je ne peux pas ne pas le dire, parce que tous mes collègues le constatent, comme moi. Les enfants qui viennent nous voir aujourd'hui, c'est impossible, en 2 ou 3 séances, de faire les mouvements, les activités, toutes simples, hein, qu'on faisait il y a 10 ou 15, et encore moins 20 ans. Et du coup, il faut beaucoup plus de travail. Il faut 6-7 séances pour obtenir ce qu'on obtenait avant en 3 séances, donc le double. Sachant aussi qu'il faut beaucoup plus éduquer les parents qui sont en grosse difficulté face à l'incapacité qu'on a aujourd'hui de faire front face à cet assaut contre le cerveau et le corps de nos enfants, et donc de faire front
à cela, c'est très difficile, donc les parents ont besoin de beaucoup de soutien moral, certainement pas qu'on les accuse de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas avoir fait naître leur enfant comme il faut, nourrir leur enfant comme il faut, mis les enfants dans des youpalas ou que sais-je. Alors je vais rejoindre le bord de la route. Et donc les enfants sont en plus grande difficulté qu'avant, à tout niveau, les statistiques sont formelles. Mais les parents aussi. Les parents sont démunis, sont perdus, sont en état de stress, prisonniers entre les injonctions sociétales et les réseaux sociaux et tout ça, quoi. Donc voilà, j'en ai fini, non pas avec ma promenade, mais avec ce sujet, sur lequel je pourrais encore parler beaucoup, mais vous voyez, ça amène à parler de beaucoup de choses, ce sujet. On parle de l'intégration des réflexes. Est-ce qu'ils sont la cause de difficultés? Certainement pas. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui est la cause des difficultés et comment je peux aider la personne à naviguer dans le monde d'aujourd'hui, à lui donner des outils d'intégration et non pas d'inhibition. Pas de magie possible. On ne peut pas croire que c'est Cathy Bowman donne un peu cette histoire. Je mange mal le lundi, je mange mal le mardi, je mange mal le mercredi, le jeudi, le vendredi. Mais le week-end, je vais bien manger et ça va effacer tout ce que j'ai mal fait dans la semaine. Non, on paiera le prix de cette mauvaise alimentation. Je ne bouge pas le lundi, je ne bouge pas le mardi, je ne bouge pas le mercredi, mais le week-end, je vais faire du sport à fond. Ça va effacer tout le reste? Non. Entendons-nous bien. Et c'est mieux de manger sainement le week-end, si je ne peux pas faire autrement, et de faire du sport le week-end que de ne pas en faire et que de manger aussi mal le week-end. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que le moindre effort ne vaut pas la peine, au contraire. Chaque chose faite est une bonne chose. C'est Christophe Cario, 5 fois champion du monde du karaté, avec qui j'ai eu la chance d'être coaché un petit peu pendant... C'était en 2010-2011. Quand j'ai créé l'IMP, j'ai rencontré Christophe Cario. Il est venu donner des séminaires aussi 2 ou 3 fois chez nous. Il disait toujours ça. Chaque minute gagnée d'immobilité sur l'immobilité, sur la sédentarité, c'est une minute. Souvent, les gens disent ouais, si tu n'as pas fait ça et ça et ça, ça compte pas. Faire beaucoup de sport. Je me rappelle une fois, je m'étais remis à courir, ou mis à courir. Et puis j'étais fier parce que je m'entraînais régulièrement, 15 à 20 minutes par jour, 15 à 20 minutes par jour de course, ou plusieurs fois par semaine. C'était un effort immense. Je fais ça pendant 3 ans. Après, j'arrivais à faire 20 ou 30 minutes parfois. C'était énorme pour moi. Puis je me rappelle d'être tombé sur quelqu'un, une amie bien intentionnée, qui disait ah ouais, mais moins de 40 minutes, c'est prouvé physiologiquement que ça ne sert à rien métaboliquement de courir moins de 40 ou 45 minutes, je ne sais pas quoi. Et quand j'avais raconté ça à Christophe Cario, c'est là qu'il dit mais n'importe quoi, chaque minute compte, chaque chose où je vais me bouger compte. Donc bref, je suis un peu parti de mon sujet principal. Mais c'est pour dire qu'on ne peut pas faire l'économie, malheureusement, au quotidien, chercher à... Il n'y a pas d'autre mot de dire à lutter contre c'est vrai, notre civilisation qui nous fait tout pour ne pas bouger. Hein. Hier, je voyais encore... hier, dans mon podcast d'hier, je parlais pour ouvrir les voitures, maintenant, personne n'imaginerait autre chose que d'appuyer sur un bouton ou juste de s'approcher de sa voiture et elle s'ouvre, comme si l'effort de mettre une clé et de la tourner était trop grand. Et j'ai oublié de dire, parce que je l'ai vu depuis, j'ai du mal à croire que ça existe, mais que pour ouvrir le coffre, on appuie sur la clé, puis le coffre s'ouvre, et puis après on appuie sur la clé, puis le coffre se ferme. C'est-à-dire que je n'ai plus la force, ou j'ai plus envie de faire la force de lever le bras au-dessus de ma tête et de l'abaisser pour fermer le coffre. Il a fallu qu'un jour quelqu'un pense « Tiens, on va faire ça automatisé » et que tout le monde dise « Waouh, c'est trop génial !» J'appuie sur le bouton et le coffre s'ouvre, et j'appuie sur le bouton et le coffre se ferme tout seul, sans que j'ai besoin de faire ce simple geste. Comment je vais faire si je ne peux plus faire ce simple geste? Comment je vais vieillir? Comment je vais continuer à grandir avec cette incapacité à faire ce simple geste? Et il faut que je sois assisté par un robot qui ouvre et qui ferme mon capot de voiture.
C'est incroyable. Alors, un dernier exemple, et puis je vous laisserai sur ça, c'est est-ce que vous avez chez vous un moulin à poivre électrique? C'est ça, ça. Ça, c'est on comprend le summum de la dégradation de notre civilisation. Le moulin à poivre électrique, c'est-à-dire que j'ai pas, j'ai plus la force, ou quelqu'un a inventé l'idée qu'au lieu de prendre l'objet avec une main et de tourner avec l'autre, ce qui ne semble pas très difficile, je dois acheter des piles polluantes et les mettre, piles, chargeurs de piles, centrales nucléaires, pour pouvoir charger mes piles, pour éviter de faire le simple geste de tourner mon moulin à poivre. Alors, vous n'en veuillez pas, hein, si vous avez la clé en question pour ouvrir la voiture et le coffre, si vous avez le moulin électrique, c'est notre société nous pousse à faire ça, nous fait rêver avec ça. Donc on se fait avoir, hein, moi aussi, par des gadgets, par des tas de choses. C'est la société de consommation qui veut ça, et c'est pourquoi j'ai employé le mot on doit lutter en permanence contre ça. Hier, je parlais d'habituation hédonique, contre le confort qui veut nous être offert, coûte que coûte, même si on n'en veut pas. On est obligé d'accéder à ce confort, qu'on le veuille ou pas. Donc je vous laisserai là-dessus. On était parti des réflexes qui seraient la cause de problèmes, et en fait, de comprendre que c'est le mode de vie qu'il faut revoir, réfléchir à ça, et quand les gens viennent nous voir dans nos cabinets, il faut avoir cette vision en tête. Les gens qui viennent nous voir sont des animaux préhistoriques, et ils naissent dans une civilisation qui ne correspond pas à notre ADN. Donc d'avoir ça en tête quand on a des enfants, des adultes, des personnes âgées, n'importe qui dans notre cabinet, et de comprendre tout ça comme on enseigne en IMP, de comprendre comment est façonné notre corps, qu'est-ce qui se passe à la préhistoire, à quoi s'attend notre corps, notre psychisme, et on pourra en parler dans ce podcast de ces différents sujets. Donc voilà. Je termine en disant que vous pouvez trouver ce podcast sur, je ne sais pas à partir d'où vous l'écoutez, mais sur ressourcesprimordiales.com, ressources au pluriel, trait d'union, primordial au pluriel.com, ressourcesprimordiales.com, c'est le site de notre maison d'édition et de notre boutique, et il y a un onglet qui s'appelle podcast. Vous retrouvez aussi chaque épisode de podcast dans le blog sur ce même site, mais vous retrouvez aussi ça dans vos applications de podcast. Donc si vous avez une application de podcast, vous cliquez Connexion Primordiale, c'est le nom du podcast. Et dans votre application de podcast, vous pouvez retrouver normalement Connexion Primordiale et l'écouter là. Sinon, vous pouvez l'écouter directement à partir du site internet que je viens d'indiquer, ressourcesprimordiales.com. Merci de vous être promené avec moi, et puis à très bientôt.